Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui a aujourd'hui pour titre L'agilité au travail réalise pour toutes et tous. Donc, c'est un webinaire qui est organisé en partenariat entre la Fabrique de l'agilité, l'OICO, la Haute École de gestion du canton de Vaud et puis en soutien par InnoSuisse. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec nous pour parler de ce sujet. Donc moi, je me présente, Manon Peterman. Je vais être aujourd'hui votre modératrice. Je travaille à la Haute École de gestion comme collaboratrice scientifique et je coordonne le réseau de la Fabrique de l'agilité. Et puis, aujourd'hui, dans ce webinaire, vous aurez la possibilité d'entendre plusieurs intervenants. Et donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. On a un outil à cet effet. Ils pourront vous répondre suite à leur intervention. Donc, c'est dans l'outil questions-réponses. Et puis, nous vous enverrons une synthèse de ces questions-réponses, également des présentations. Vous aurez aussi accès au format replay en vidéo de ce webinaire. N'hésitez pas aussi à la fin, pendant le tour de table ronde, de lever la main virtuellement pour pouvoir prendre la parole. On vous souhaite un bon webinaire et puis on va entendre aujourd'hui différents intervenants. Donc d'abord, je vais passer la parole tout de suite à Florent Stoffer, qui est membre du comité de la Fabrique de l'agilité, qui va nous présenter un tout petit peu ce qu'on fait à la Fabrique de l'agilité. Ensuite, on aura l'occasion d'entendre les témoignages successifs de Éric Couzam des services industriels de Genève, de Stéphane Creusat de UCB Partchim du site de Bulle, et puis de Chloé Vieland et Aline Fischer qui vont parler de rendement des nerfs par une table ronde animée par mes soins. Donc Florian, je te passe la parole. Tu peux te présenter rapidement et puis ensuite je déroulerai les slides. Extra, merci Manon. Bonjour à tous. Donc mon nom est Florent Stoffer, je suis effectivement responsable de Ciposa, une société à Outreeve, vers Neuchâtel, qui est active dans l'automation, au service de l'assemblage horloger médical et électronique, environ 45 personnes, dans laquelle nous favorisons les méthodes agiles d'organisation depuis déjà à peu près 2 ans. Alors ce matin, j'ai le privilège de pouvoir vous présenter la Fabrique de l'agilité à travers les 3 pictogrammes que vous avez à l'écran maintenant. Alors tout d'abord, si je prends le premier en haut à gauche, le pourquoi cette Fabrique de l'agilité, en fait, nous sommes une communauté, un réseau interentreprise qui veut finalement réinventer un petit peu les manières de fonctionner ou de travailler dans ce nouveau monde des VUCA ou dans ce paradigme dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Alors, à travers ces 3 pictogrammes, je vais pouvoir vous présenter cette fabrique. On est aujourd'hui autour de la table ou dans cette fabrique de l'agilité des managers, des personnes qui sont actives dans les ressources humaines, les RH, mais également, et c'est une réelle force, des chercheurs et des chercheuses du monde académique. On croit en cette intelligence collective pour pouvoir développer un certain nombre de bonnes pratiques. La fabrique d'agilité, c'est quoi? Si je prends le deuxième en haut à droite, on agit sur 3 axes principalement. Le premier étant s'inspirer et apprendre entre nous. Et c'est vrai qu'on a un passablement d'activités durant lesquelles on va pouvoir partager, voir ce que font les autres, s'inspirer, échanger. Et ça a vraiment une grande valeur à mes yeux, pour l'avoir déjà pratiqué quelques fois. Créer des ponts également entre la recherche et la pratique. C'est clair que quand on est dans des organisations et qu'on met en place un certain nombre de pratiques ou de méthodes agiles, on a la tête dans le guidon et on y va des fois à l'instinct et comme ça nous vient. Mais c'est très important aussi d'avoir ce pont avec la recherche qui nous alimente en outils, en informations ou en travaux de fond qui nous permettent de s'appuyer sur des bases un peu plus solides. Troisième axe, diffuser et partager nos bonnes pratiques. Finalement, tout ce qu'on fait là, ça n'a de sens que si on est de plus en plus d'organisations à s'orienter vers ce paradigme-là. Donc, c'est important pour nous de partager au plus grand nombre ces différentes
pratique à travers les différents événements que je vais encore vous présenter dans les slides à venir. Alors, cette communauté de pratique est riche de la diversité de ses membres. Ses membres viennent du domaine public, du domaine privé. On a aujourd'hui une quarantaine de membres issus du domaine de la santé et du social, de la formation, de l'industrie du digital également, du conseil et du coaching et des services. Et toutes ces organisations, elles sont basées principalement en Suisse romande, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Genève, un petit peu Berne également, et le Valais pour bientôt. Alors finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un beau panachage de gens qui se regroupent et qui partagent leur mode d'organisation. Et c'est ce qui fait la valeur de cette fabrique de l'agilité. Alors, on peut passer à la slide suivante, par laquelle je vais vous présenter la première conférence que la fabrique de l'agilité va organiser. Elle sera organisée le 6 octobre prochain. C'est une conférence qui va durer toute la journée. Nous allons parler de stratégie agile, de projet agile, de gouvernance agile et de modalités de travail agile, qui sont finalement les 4 grands volets de l'agilité. Et à travers tout le programme de la journée, il y aura des tables rondes, des témoignages de réussite, mais également des témoignages d'expériences ratées. C'est toujours intéressant d'apprendre de ses erreurs, voire même des erreurs des autres. On apprend plus vite. On aura également des ateliers et on pourra expérimenter certaines approches et un atelier d'intelligence collective qui permettra d'expérimenter également ce mode-là. Merci, on peut passer à la suivante. Alors, ouais, il y avait juste le lien qui est sur la slide d'avant, mais vous pouvez dès lors vous inscrire sur le site de la fabrique de l'agilité sous l'onglet conférences. Alors, si vous voulez devenir membre, déjà, on a un certain nombre de prestations qui sont uniquement pour les membres. On organise un événement par semestre en présentiel, en général dans une entreprise ou dans une organisation, ce qui permet aussi de la visiter. On organise des co-développements par groupe de 5 à 6 entreprises. Ces co-développements sont en ligne et durent environ 5 à 6 mois. Et on va se retrouver 5 à 6 fois et on va échanger sur des problématiques et aider certaines entreprises à résoudre certaines problématiques en fonction des expériences qu'on pourrait avoir. Pour avoir participé à ces co-développements, ça a été assez riche en expérience. On a les speed dating de l'agilité qui durent, c'est des formats assez courts, donc c'est une demi-heure dans laquelle il y a 2 personnes qui vont présenter des bonnes pratiques qu'ils utilisent dans leur organisation et ça permet de faire un échange assez rapide de ce côté-là. Et à terme, on aimerait créer une plateforme dans son cours de développement, une plateforme d'échange où on va regrouper tous ces savoirs, toutes ces bonnes pratiques, tous ces retours d'expérience et les mettre à disposition de nos membres. Alors, pour adhérer à cette association, il faut tout d'abord être aligné avec nos valeurs et signer la charte qu'on met à disposition. Puis ensuite, s'acquitter de la cotisation annuelle dont les tarifs sont ci-dessous, cotisations qui sont finalement assez raisonnables. Voilà, je l'aurais terminé. Merci beaucoup, Florian. Donc, vous trouvez toutes les informations sur le site internet pour devenir membre, sous l'onglet Devenir membre. Je vais reprendre la parole et du coup aussi mettre la vidéo si on arrive à me la remettre, mesdames de l'animation. Merci. Voilà. Donc moi, je vais juste vous introduire un tout petit peu la thématique. Pourquoi on a décidé de faire cette thématique autour de l'agilité ou des modes de flexibilité du travail pour les métiers terrain. Je vais m'appuyer sur finalement un schéma que j'aime beaucoup qui montre un petit peu les impacts des New Ways of Working. Vous voyez le NWOW, ça c'est un peu les moyens raccourcis pour dire New Ways of Working, donc les nouvelles modalités de travail. En fait, on a des technologies digitales qui ont un impact à la fois à long terme et à l'externe de l'organisation sur l'aspect organisationnel et spatio-temporel. Donc, sur l'aspect spatio-temporel, les technologies digitales vont faire qu'à l'interne des organisations, on va développer des modes de travail plus partagés avec une révision des espaces,
pour avoir des espaces collaboratifs, des espaces de travail où on peut peut-être se travailler de où on veut dans l'organisation, avec pas des bureaux fixes nécessairement, des endroits où on peut avoir des pièces pour converser au téléphone ou en visioconférence de façon privée, des endroits dans l'organisation où on peut brainstormer collectivement. Enfin voilà, il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui ont revu leur espace de travail et du coup, ça challenge le fonctionnement interne. À l'externe aussi, je ne vous apprends rien maintenant avec la crise sanitaire, on l'a bien vécu, le travail à distance, qui peut se vivre en télétravail, mais aussi dans des espaces de coworking ou travailler depuis n'importe où. Et ça a directement des impacts en fait sur la flexibilité organisationnelle. Et on voit en fait qu'à l'interne des organisations, on a finalement des fonctionnements qui vont tendre vers des modes plus collaboratifs, plus participatifs. On voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui développent et mettent en place les méthodes agiles de gestion de projet, de fonctionnement en équipe, et puis que ça peut même avoir un impact sur le fonctionnement avec l'externe au travers d'équipes projets, ou on appelle ça aussi d'équipes virtuelles, si c'est des équipes qui se voient que en ligne, qui sont pas seulement des équipes qui sont internes à l'organisation, mais qui sont aussi avec peut-être d'autres partenaires externes, des entreprises partenaires ou des associations, ou voilà, tout autre partenaire qui peut permettre à l'organisation de s'aligner sur sa mission. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, ça impacte essentiellement les métiers qui sont dans l'administratif, qui nous permettent d'être derrière un ordinateur. Mais qu'en est-il pour les métiers terrain? Donc, les métiers terrain, je m'explique, c'est ceux qui ont des contraintes de lieu ou d'horaire, donc les personnes sur les chantiers, les personnes qui font du secrétariat, les personnes qui travaillent, qui font de la vente, etc., etc. Et puis, ce qu'on se pose finalement comme question et qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui avec le témoignage des différentes organisations qui vont suivre, c'est est-ce qu'on souhaite un monde à deux vitesses? J'ai mis ce schéma parce que je pense qu'il est aussi intéressant de prendre en compte, et on va pouvoir voir en fait à quel point on peut aussi travailler avec les métiers terrain sur les questions de flexibilité du travail, et cette flexibilité elle est directement liée aux questions d'autonomie, et ces questions d'autonomie elles s'articulent sur trois axes. On peut avoir une autonomie qui s'articule sur l'organisation du travail, la tâche, comment on est autonome dans nos tâches, mais aussi comment collectivement on peut être dans des équipes qui sont autonomes, le système de décision, donc comment les décisions sont prises, et puis finalement l'environnement de travail, donc quelles conditions de travail on a pour avoir une plus grande flexibilité et autonomie. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Eric Couzam qui va nous parler des expériences des services industriels genevois. Donc, Eric, dis-moi, n'hésite pas à me dire quand il faut passer les slides, et puis je le ferai. Merci beaucoup, Manon. Bonjour à tous et toutes. Voilà, j'interviens ici pour vous partager un peu l'expérience que nous avons fait à SIG, au service industriel de Genève. Nous sommes une entreprise donc, de services industriels. On distribue de l'électricité, du gaz, de l'énergie thermique. On traite et on valorise des déchets. On traite les eaux usées. Bref, on a des activités industrielles. Et évidemment, on est concerné par ce sujet puisque nous avons donc dans nos équipes qui totalisent pas tout à fait 1700 personnes, on n'est pas loin de moitié-moitié des personnes qui travaillent dans des bureaux, et l'autre moitié qui travaillent sur le terrain, sur les réseaux, ou bien dans des ateliers, ou derrière des machines, ou dans des usines. Voilà. Donc, on est face à cette problématique, je dirais, de résorber le fossé qu'il pourrait y avoir entre le terrain et le bureau. Je te laisse avancer, s'il te plaît. Merci. Et donc, on va discuter de cette problématique du travail à la confiance pour les équipes terrain, puisque je te laisse encore avancer d'un plan. Je vais commencer par vous parler finalement de ce qu'on avait fait et qui a concerné d'abord surtout les personnes qui travaillent dans les bureaux, dans le cadre d'un programme qui s'intitule Équilibre, mais qui a commencé il y a 10 ans
et un peu plus même. Et ce programme, c'était finalement la façon de mettre en place 4 principes qui figurent dans la planche suivante. Maintenant, je te laisse encore avancer, s'il te plaît. 4 principes qui sont les principes de confiance, de travail à la confiance, mais aussi d'horaire à la confiance, d'autonomie, où il s'agit finalement de permettre à chacun, à chacune, de fonctionner avec la plus grande autonomie qui est possible pour elle. Ce qui implique aussi de la responsabilisation, une plus grande responsabilité et de la prise de responsabilité par chacun. Et donc, il s'agit pour les collaborateurs concernés de se montrer à la hauteur de la responsabilité. Et puis, bien sûr, d'être capable de collaborer sans forcément aller chercher des arbitrages ou en toute situation ou de la coordination par des niveaux hiérarchiques, mais de mettre en place des façons de collaborer de la manière la plus spontanée possible. Donc, si en avançant encore à la planche suivante, si on rentre un peu dans ce qu'a signifié ce mode de travail équilibre pour ASIG, eh bien, ça passait par plusieurs axes. Le premier de ces axes, c'était faire évoluer le cadre RH pour permettre plus de souplesse et plus d'autonomie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de mettre en place ce programme équilibre, eh bien, les gens fonctionnaient selon des grilles horaires qui étaient définies, ou bien selon un système d'horaires variables, c'est-à-dire que les gens badgeaient, et puis voilà, on savait qu'ils travaillaient depuis le moment où ils avaient badgé le matin et jusqu'au moment où ils quittaient l'entreprise en rebadgeant à nouveau. Et entre deux, eh bien, ils étaient à leur place de travail et c'était réputé. Voilà, on était quitte face à son engagement vis-à-vis de l'entreprise dès lors qu'on avait accompli le temps de présence réglementaire, on va dire. Voilà. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec équilibre, eh bien, on ne mesure plus le temps et c'est plus ça qui compte. Ce qui compte, c'est le travail qui est fait. Et ça change passablement la règle du jeu. Ça implique aussi que les pratiques managériales sont différentes. Elles sont très différentes parce que les gens, non seulement on ne mesure plus le temps, mais on ne s'intéresse plus réellement au lieu où le travail se déroule. Le travail, c'est plus un lieu. Avant, on se rendait au travail. Maintenant, on travaille. Alors, ça peut être sur site, dans les murs de l'entreprise, ou bien ailleurs, des tiers-lieux, depuis la maison. Évidemment, on a beaucoup pratiqué, comme tout le monde, pendant cette période de Covid, mais voilà, on avait mis ça en place déjà il y a une dizaine d'années. Donc, une façon de manager qui est plus du tout la même chose quand on a l'équipe sous les yeux, ou bien si une partie de l'équipe, pas toute, hein, mais une partie de l'équipe peut être disséminée, eh bien, ça implique des nouvelles façons de manager. Et puis, évidemment, je glisse sur les moyens technologiques. Ça suppose bien sûr qu'on est dématérialisé le plus possible, hein, on n'est plus de papier, que chacun soit muni d'équipements, de PC portables, de smartphones, etc. Et aussi, accompagnant ça, les espaces de travail dans nos murs qui ont été repensés, où il n'y a plus de place de travail attribuée, mais on choisit finalement de se mettre dans un espace collectif si on veut collaborer, ou bien de s'isoler dans une capsule. Enfin bref, on a différents types d'espaces. On appelle ça les espaces de travail dynamiques. Ça, c'est dans les murs. Et puis, bien sûr, les possibilités de télétravail. Voilà, ça, c'est équilibre. Et maintenant, si on avance à la planche suivante et même à celle d'après, la question se pose du coup, ça c'était pour les métiers de bureau, mais qu'en est-il pour le terrain? Et pour le terrain, à mesure que ce mode de travail s'est généralisé dans l'entreprise et puis que les habitudes ont évolué, que les manières de manager ont changé, eh bien, on a vu l'écart se creuser avec les métiers du terrain qui, eux, jusqu'à présent, fonctionnent encore d'une façon qui est l'héritage de longues traditions. Hein. Dans les métiers que nous avons,
Ce sont des métiers qui ont une grande stabilité. Les électriciens, ils ont des pratiques métiers, ou les gaziers, ou les gens qui travaillent dans le domaine des réseaux d'eau, sont des métiers où il y a des traditions bien ancrées, où les évolutions technologiques existent, mais se déroulent sur des cycles très lents ou très longs. Donc, on voit un écart se creuser. Et très concrètement, si on parle de télétravail pour un ingénieur, ou bien un financier, ou même quelqu'un qui travaille dans le domaine du négoce des énergies, bah, c'est possible, il peut travailler depuis la maison. Si on travaille dans une fouille sur les réseaux, eh bien, sur un chantier, on ne peut évidemment pas télétravailler. Donc, il y a des contraintes de lieu, il y a des contraintes d'équipe aussi. Il y a des contraintes d'horaire également, dans une certaine mesure, puisqu'on ne travaille pas tout seul. Souvent, sur les chantiers, eh bien, on a des interlocuteurs ou bien des partenaires plutôt avec lesquels on doit se coordonner de façon assez précise. Ça implique des réunions de chantier, ça implique voilà, ce type de contraintes. Du coup, comment on ressent, disons, le besoin de combler l'écart et en tenant compte des contraintes qui sont différentes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a mis en place un certain nombre de solutions, un catalogue de solutions, parce qu'en fait, on a plein de métiers différents. Les télécoms, ce n'est pas du tout pareil que l'électricité ou le gaz ou l'énergie thermique, enfin, bref, ou le traitement des eaux. Beaucoup de métiers, beaucoup de spécificités, et donc il faut que chaque métier puisse trouver les outils et les solutions qui lui seront appropriés. Pour cette raison, on a établi un catalogue de solutions variées. Alors, quand je parle de solutions pour le terrain, ça peut aller de stocks décentralisés, ça passe par des tournées, par exemple, qui peuvent amener du matériel directement sur les chantiers, plutôt que ce soit les équipes qui se rendent vers un stock central tous les matins, et puis qui prennent le matériel dont ils vont avoir besoin, et ensuite qui retournent sur le chantier en ayant traversé 2 fois la ville de Genève, où les problèmes de circulation sont ceux que vous connaissez sans doute. Eh bien, alors on peut organiser des tournées où il y a une camionnette, une fourgonnette qui va rééquiper ou amener des équipements manquants sur tel ou tel chantier. Et il va faire comme ça une tournée dans la ville. Donc ça, c'est un type de solution. Des espaces polyvalents qui évitent, donc de l'autre côté de la ville, nous on a notre siège qui est situé rive droite et nos ateliers centraux, je dirais. Et du coup, on a mis en place des espaces plutôt rive gauche pour permettre aux gens ou éviter à nos collègues de devoir multiplier des déplacements, ou pour raccourcir les déplacements. Les possibilités aussi de rentrer pour nos collaboratrices, nos collaborateurs, de rentrer avec le véhicule d'entreprise à la maison, s'ils en ont la possibilité, et du coup de se rendre directement depuis chez eux sur le lieu de leur travail, qui peut être quelque part sur le canton. Voilà, plein de solutions et de propositions qui ont été mises en place. Et une de ces solutions, une de ces propositions qui, elle, est commune à toutes les équipes qui rentrent dans l'équipe terrain, qui, pour le moment, reste au stade d'un projet encore. Hein, on est au stade d'une expérimentation d'un projet, on appelait ça le projet facilité. Eh bien, cette solution commune à tous, c'est l'horaire à la confiance. Alors ça change vraiment de manière assez forte les pratiques qui existaient, où même si les gens doivent se coordonner pour se retrouver sur un chantier, on veut leur offrir le plus de flexibilité possible, et donc on les laisse s'organiser sur le plan de l'horaire, même si c'est une organisation qui se fait sous contrainte, puisqu'on sait qu'ils ont ces contraintes d'équipe et ces contraintes de coordination avec des partenaires. Mais enfin, ils sont autorisés donc à explorer le plus loin possible les pistes qui leur donnent de la flexibilité. Et ça, c'est les équipes elles-mêmes qui trouvent les solutions. Et on s'est rendu compte, puisqu'on a fait une première étape d'expérimentation l'année passée, avec environ 200 personnes, on s'est rendu compte que même dans les secteurs où on pensait qu'il n'y aurait rien à gagner en termes de flexibilité,
eh bien, les équipes et les responsables de ces équipes ont été étonnés des résultats parce qu'ils ont trouvé des solutions qui ont permis à tel papa d'aller accompagner ses élèves, ses enfants à l'école le matin une ou deux fois ou trois fois par semaine, tel autre. Bref, ils ont trouvé d'eux-mêmes les manières de s'organiser qui leur amènent la flexibilité. Le bilan de cette première expérience qui a été faite l'année passée, il est plutôt positif. Il nous a fait remonter quand même un certain nombre de points d'attention. Pour citer une ou deux choses, comme point d'attention, il y a la question de la solidarité au sein des équipes, parce que l'horaire à la confiance, ça implique que nos équipes font le travail qui leur a été, qu'elles ont reçu, qu'elles ont besoin de faire. Puis quand le travail est terminé, voilà, ils rentrent chez eux, ils ont fini leur journée ou leur semaine. Il peut arriver qu'on ait besoin de les rappeler pour venir prêter main forte à une autre équipe. Et là, il ne faut pas tomber sur des sonneries qui sonnent dans le vide. Et on a besoin de la solidarité des équipes entre elles. Donc ça a été un petit point d'attention. C'était aussi lié un peu aux mesures Covid qui rendaient les choses un peu plus compliquées. Et la lecture du bilan aussi un peu entremêlée. Du coup, fort de ce bilan, on a décidé, je m'arrêterai là-dessus, de poursuivre l'expérience. On n'a pas encore décidé, notre direction générale n'a pas encore décidé de généraliser, mais on a décidé de poursuivre l'expérience en l'élargissant aux autres unités volontaires. Pour le moment, il y a une douzaine d'unités, on en avait 7 l'année passée, on a une douzaine qui poursuivent sur cette deuxième étape, et on passe de 200 à environ 300 personnes, et ça va vraisemblablement aller en s'élargissant, puisque cette nouvelle étape, elle est prévue jusqu'à la fin de cette année. Elle va légèrement déborder sur le printemps 2023, avant qu'on décide de généraliser et d'abandonner complètement les anciens modes horaires qui étaient l'horaire variable. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille en concertation avec les représentants du personnel. Voilà, merci à tous, et je serai à votre disposition pour les questions bien volontiers. Merci beaucoup, Eric. Donc oui, en effet, n'hésitez pas à poser les questions dans l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Eric peut y répondre directement en direct. Donc, sentez-vous libre. Je vais passer maintenant la parole à Stéphane Creuset de UCB Farchim, du site de Bulle, qui va nous parler de leur expérience. Stéphane. Merci bien, j'espère que c'est bon, vous m'entendez, vous me voyez, ça devrait être le cas. Bonjour à tout le monde. Voilà, je travaille chez UCB Farchim et en charge des ressources humaines. UCB Farchim, vraiment en 3 mots, c'est une société biopharmaceutique qui est basée sur le site de Bulle. On a 600 employés sur le site, dont à peu près la moitié, donc c'est à peu près la même répartition que pour Eric, dont à peu près la moitié de personnes qui occupent des métiers contraints, des métiers terrain, parce qu'on a un site quand même essentiellement manufacturing, on produit des traitements pour les patients atteints de troubles auto-immunes. Et là, on utilise la technologie, la biotech. Donc, on travaille sur des bactéries. Donc, on est sur des métiers en 5x8. Et puis, la pharma plus traditionnelle, on travaille sur les formes sèches. Donc là, on a un plateau de production chimique et pharmaceutique. Voilà pour la société UCB. Et du coup, moi, je vais me focaliser, on peut déjà passer à la prochaine slide, Manon, sur la flexibilité spatio-temporelle et pas forcément couvrir la partie flexibilité organisationnelle, bien que ça va de pair, évidemment. Et j'aimerais bien l'intégrer dans un cheminement par rapport à UCB. L'idée, c'est pas de passer des minutes et des minutes sur la période Covid et compagnie, mais je pense que c'est important dans la réflexion UCB d'intégrer cette échelle de temps. Donc avant Covid, avant 2020, on avait déjà à UCB mis en place un dispositif permettant de goûter à cette flexibilité spatio-temporelle avec une politique de travail à distance. On a levé les plages horaires fixes pour tous les métiers, y compris les métiers contraints, etc. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une vraie frilosité à l'usage. Donc, il y avait le dispositif. Par contre, il était assez peu utilisé. Pourquoi il était assez peu utilisé? Parce qu'il y a quand même beaucoup de croyances sur le fait que, tiens, OK, si j'arrive plus tard, je pourrais le faire.
l'organisation le permet. Mais est-ce qu'on va penser que je suis moins engagé, etc. Si je travaille à la maison, est-ce que je serai suffisamment impliqué? Est-ce qu'on va pas, je vais pas être déconnecté des différentes discussions, des projets, etc., etc. Donc il y avait beaucoup de croyances qui faisaient que bon bah tiens, ok, je n'utilise pas forcément suffisamment ce dispositif parce que je me mets quelques barrières. C'est à peu près ça. Pendant la période Covid, on a mis, à UCB peut-être particulièrement, hein, on a vraiment mis toutes les personnes qui pouvaient réaliser leur travail à distance, hop, télétravail. Et de manière très longue, hein, même quand le télétravail était uniquement recommandé. Donc là, vraiment, c'était l'expérimentation forcée de la flexibilité du lieu de travail. Et évidemment, là, les gens ont pu s'apercevoir que, bah oui, il y avait des typologies d'activités qu'on peut faire à distance et on est tout aussi performant à distance. Ça se passe très, très bien. Donc voilà, les croyances commencent à changer. Les gens ont commencé à saucissonner leur temps de travail alors qu'on disait que c'était possible de le faire. Donc voilà, je me connecte un peu plus tard, je fais une grosse pause à midi de 2-3 heures, je me reconnecte un peu le soir. Donc voilà, on commence à goûter à ces pratiques-là. On s'aperçoit que ça répond à des besoins personnels, pas pour tout le monde, hein, ça dépend. Et là, on se dit, il y a des choses quand même intéressantes à garder. Pendant la période de transition, on s'est dit, bon, de toute façon, il y a eu un avant Covid et il y aura un après Covid. On s'est dit, on va de toute façon pas revenir sur les mêmes schémas. Il faut qu'on avance. Donc, on a fait le bilan. Et puis, du coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on se prépare à, on appelait ça une hybridation du travail, mais vers des modes de travail plus, plus flexibles. Et puis, donc la question, ce n'était pas si on allait entrer dans cette ère-là, mais c'était surtout comment on allait y entrer. On s'est dit, de toute façon, il faut qu'on revoie et puis qu'on encourage des modes de travail flexibles. Par contre, l'idée, c'est de le mettre en place en faisant des choix responsables, réfléchis pour que ces modes de travail ne soient pas une menace, avec tout ce qui s'ensuit, porosité, vie privée, vie professionnelle, perte de sens, clivage entre certains rôles, mais plutôt faire des choix qui amènent ces modes de travail vers une promesse d'équilibre, d'engagement, de rétention, de facteurs d'attractivité, d'outils qui supportent la diversité des modes de fonctionnement. Du coup, comment on s'y est pris? On va passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Manon. Eh bien, on a développé un playbook, c'est-à-dire que un guide un peu fun, hein, ce n'est pas un truc trop procédurier, un playbook dans lequel on a vraiment inscrit quel est l'esprit, quelle est la philosophie autour de ce mode de flexibilité supplémentaire qu'on propose à UCB, avec des principes communs. Donc, l'idée, c'était de mettre en place la flexibilité, mais dans un cadre clair et surtout avec des principes communs. Et dans les principes communs, je ne vais pas les détailler, mais il y avait tout un speech sur soyons focalisés sur la valeur ajoutée, soyons intentionnels dans les choix qu'on fait, dans les horaires de travail qu'on va choisir, dans les activités qu'on va choisir de faire hors site et sur site, soyons intentionnels. Pourquoi est-ce qu'on choisit de travailler plein maison? Pourquoi est-ce qu'on devrait venir sur site pour travailler sur une certaine typologie d'activité? Soyons inclusifs et responsables, soyons connectés et bienveillants. Donc là, vraiment, on a adressé tous ces principes communs dans un playbook. On a revu la directive de télétravail, on s'est dit, bon, ça, c'est le cadre. Pour la formation, dans le playbook, on a été très, très clair sur le fait qu'on ne veut pas être une entreprise virtuelle. On veut un minimum de présence de 40%. Donc, une possibilité de travailler à distance à hauteur de 60% sur une maille mensuelle. Donc là, on n'est pas dans une logique hebdomadaire, on l'était auparavant, sur une maille mensuelle. Maintenant, on s'est dit, OK, le playbook, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on pousse la réflexion dans les équipes et faire en sorte qu'on évite le piège qui serait chacun concocte son modèle hybride de travail indépendamment des autres. Donc, on a développé un outil de workshop à décliner dans les équipes pour que les équipes se mettent autour de la table et se disent à quoi pourrait ressembler notre modèle hybride de travail, à quoi pourrait ressembler notre mode de flexibilité du travail en tenant compte de tout un tas d'éléments, en quoi est-ce que ça peut péjorer ou favoriser l'inclusion, quels sont les biais inconscients qui peuvent opérer dans ces schémas-là, comment est-ce qu'on peut revoir les meetings et les règles de nos meetings, quels sont les moments clés, il faut qu'on se retrouve, etc., etc. Donc là, l'idée, c'était de pousser ça dans les équipes. Et à la fin de ça, l'idée, c'était que chaque personne se dise, bon, OK, maintenant, moi, mon modèle hybride de travail, eh bien, il a cette forme-là, parce qu'il est compatible avec le modèle collectif, parce qu'il est compatible avec la philosophie de l'entreprise.
Ça, c'est ce qui est mis en place actuellement. Et l'idée, c'est de collecter du feedback parce qu'évidemment, on sait qu'on ne va pas faire tout juste du premier coup. Mais vu qu'on on a mis de plus en plus en place une culture du feedback, il y a des moyens d'avoir de l'information et de capturer ce que ça marche, ce que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ce qui nous est remonté, c'est quand même beaucoup le challenge de l'équité, c'est-à-dire ceux qui goûtent beaucoup à ces schémas de flexibilité et ceux qui peuvent un peu moins y goûter. Donc là, on est dans la thématique. On peut avancer. Je regarde un peu le timing, histoire de pas… Je vais survoler cette slide-là. On a vu que on s'est aperçu qu'on avait tout un tas de leviers sur lesquels il faut se baser pour s'assurer que ce modèle marche. Et je pourrais passer des heures sur chaque bullet point, mais on ne va même pas les lire. Culture d'entreprise, nos programmes de santé, diversité, etc. Le gros challenge, il y en a plusieurs, mais un des gros challenges, c'est effectivement de partager ce gâteau de la flexibilité, si je puis dire, avec les métiers contraints. Et là, on n'avait pas de réponse toute faite à ça. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse des focus group, qu'on aille capturer comment les gens vivent cette flexibilité. Peut-être il y a des bonnes pratiques qui sont faites, on n'est même pas au courant. Et peut-être il y a des très bonnes idées auxquelles on n'a pas pensé et qu'il faudrait capturer pour mettre en place et les diluer dans toute l'organisation. Donc, on a décidé de faire des focus group. C'est en cours de route en ce moment. Et donc, je vais en parler dans la prochaine slide. Voilà. Par rapport au focus group. L'idée, c'était d'embarquer les leaders des départements dans lesquels se trouvent les métiers contraints. Je vous parlais de la biotechnologie, donc responsable biotech, responsable pharma, l'entrepôt, les métiers liés à la maintenance, à la métrologie, les métiers liés au labo. On a plusieurs labos, on fait des analyses sur les produits, sur l'environnement dans lequel on produit nos produits, etc. etc. Donc, ça regroupe ces fameux à peu près 300 métiers. L'idée, c'était d'embarquer les leaders pour leur dire, écoutez, là, on est convaincu d'amener de la flexibilité pour ces équipes. Ce sera un facteur de rétention, un facteur d'attractivité. C'est dans l'air du temps. Il ne faut pas qu'on loupe la vague. Et donc, ils étaient très favorables à aller pousser un peu plus de flexibilité. Donc, c'est eux qui animent les focus group, mais pas dans leur propre département, dans les autres départements. Donc, on a co-créé cette démarche de focus group en identifiant quelle typologie de personnes on veut réunir autour de la table, en s'assurant de la diversité des âges, des genres, des situations familiales, parce que ça répond à des besoins de flexibilité qui sont donc différents. Et ça, on est en train, vous voyez le petit truc « We are here », on est en train de faciliter ces groupes. Et pour l'instant, il y en a 3 qui ont eu lieu. C'est très récent. Et on s'aperçoit déjà, la bonne surprise, c'est que les équipes, par elles-mêmes, ont pu trouver des solutions permettant d'avoir de la flexibilité sur l'horaire de travail. Typiquement, les stand-up meetings qui étaient habituellement à 8 h du matin ou 7 h 30 dans certaines organisations, ils les ont décalés. Comme ça, les gens peuvent venir plus tard le matin. Il y a tout un tas d'éléments qui se sont mis en place à quelque part collectivement, naturellement, et on a pu capturer ça. Et ça, c'était très intéressant en termes d'échanges et de bonnes pratiques. Il y a passablement d'idées qui sont survenues et sur lesquelles on va travailler. Il y a quand même quelques idées de compensation en nature parce que voilà, évidemment, la flexibilité, on ne peut pas forcément autant l'exploiter dans ces métiers-là que dans d'autres métiers. Donc, à voir comment on se positionne. Donc, voilà à peu près où on en est dans notre cheminement. Je crois que le timing est échu. Donc, la prochaine slide, on ne va pas la présenter forcément. Ou si je devais l'exprimer en une phrase, c'est OK, l'idée, c'était aussi de dire, voilà ce qui existe en termes de flexibilité et inviter les équipes à s'y pencher, à réfléchir. Ça existe. Peut-être que vous pouvez le mettre en place dans vos organisations. Et ça a généré des discussions très intéressantes. Et associé à ça, il y a eu des idées pour ramener des éléments de flexibilité supplémentaires. Mais partir de l'existant et faire savoir, voilà ce qui existe, ça a déjà été un pas supplémentaire. On s'est aperçu qu'en termes de com, on n'était peut-être pas assez bon, on pouvait aller plus loin. Voilà. Super, merci beaucoup Stéphane. Donc de nouveau, n'hésitez pas à poser des questions dans l'outil questions-réponses pour permettre à Stéphane de répondre. On pourra aussi les reprendre durant la table ronde. Je vais maintenant passer la parole à Chloé et Aline Spicher. Donc Chloé Bieland a été étudiante à la Haute École de Gestion du canton de Vaud et a mené un travail au sein de Romande Énergie Service. Elle va pouvoir nous en parler. Et puis Aline Spicher va pouvoir témoigner de comment ce travail a été repris par les équipes de Romande Énergie. Chloé, je te cède la parole. Merci. Alors, tu peux passer. Voilà. Alors, du coup, nous, on a été mandatés par Romande Énergie en tant qu'étudiants. Donc, on était un groupe de 6 personnes.
On faisait ça dans le cadre d'une option principale en dernière année en tant que consultant junior RH. Et donc, on est arrivé dans la situation de Romande Énergie après le Covid de 2020. Donc, on a été mandaté par du coup, Aline Spicher pour Romande Énergie parce que sa crainte était qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place par Romande Énergie lors du Covid pour les personnes dites de bureau, mais très, très peu pour les personnes de terrain. Et du coup, sa crainte, c'était justement ce problème d'équité. Donc, nous, on est arrivé dans ce domaine-là pour comment éviter que les personnes de terrain se sentent délaissées et éprouvent un sentiment d'inéquité par rapport à ça. Donc, ça, c'était vraiment notre problématique. Tu peux changer de slide, Manon. Et suite à ça, donc vraiment, nous, notre but, ça a été de pouvoir toucher les conditions de travail des personnes de terrain pour un peu mieux comprendre. Et voilà, essayer de comprendre si oui ou non, déjà, pour commencer, il y avait un sentiment d'inéquité et si oui, comment est-ce qu'on pouvait faire pour l'améliorer et proposer des meilleures conditions de terrain par la suite. Pour ça, donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a réalisé des entretiens. Donc, on a réalisé à peu près 10 entretiens avec des collaborateurs de terrain de différents métiers de Romande Énergie. On avait des techniciens, on avait des monteurs, on avait aussi également des responsables pour vraiment toucher un peu tous les métiers différents. On a également réalisé un questionnaire destiné à 200 personnes, à du coup tous les collaborateurs de terrain à peu près. Et on a également réalisé un benchmarking auprès d'entreprises du même secteur que Romande Énergie pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se faisait également auprès d'autres entreprises. Et pour tout ça, donc nous, on a remarqué plusieurs éléments, des problèmes de reconnaissance beaucoup, principalement. Et suite à ça, on a proposé plusieurs propositions. Donc, la première, c'est de mettre en place des affiches pour mieux comprendre les divers métiers, parce qu'on nous a fait des remarques que les personnes de terrain ne connaissaient pas les métiers de bureau et l'inverse. Également, peut-être instaurer des activités extra-professionnelles pour toujours dans ce lien de mieux connaître à l'interne les personnes. Il y avait également des retours par rapport aux forfaits des voitures de fonction, kilométriques, les forfaits repas, qui avaient été peut-être pas totalement gérés comme ils auraient souhaité, que ce soit pendant le Covid ou après. Au niveau de la reconnaissance, c'était des problèmes, des lettres de remerciement par rapport à tout le travail qu'ils ont effectué pendant le Covid et même après. Également, on nous a beaucoup dit qu'il manquait de personnes qui viennent voir réellement ce qui se passait sur le terrain. Donc, on a proposé à Romande Énergie de mettre en place un tournus des visites auprès de la direction. Toujours renforcer cette reconnaissance, adresser des félicitations aux employés, instaurer peut-être dans les petites structures des boîtes à feedback pour qu'ils puissent vraiment se libérer parce que le fait, nous, d'avoir été des personnes externes, ils ont pu dire des choses qu'ils diraient moins facilement en réalité auprès des ressources humaines. Donc, c'est toujours dans cette idée d'instaurer une boîte à feedback pour l'anonymat et également un retour qui a été fait par rapport à la flexibilité, comme ça a été abordé avant dans cette discussion, des plannings connectés pour s'il y a des modifications dans les équipes, que tout le monde puisse être au courant également des modifications, des rendez-vous chez les clients, ce genre d'éléments-là. Voilà. Du coup, ça, c'était les propositions que nous, on a fait. Et puis, je vais laisser la parole à Ali, qui va plus vous expliquer ce qui a réellement été mis en place après nous. Merci Chloé. Bonjour à tous. Donc moi, Aline Spicher, je suis responsable RH de Romande Énergie Service. Et puis Chloé et son équipe, elles ont travaillé avec la partie hors monopole de Romande Énergie. Donc c'était les gens qui travaillent dans le domaine du chauffage, ventilation, les électriciens d'intérieur, les gens qui travaillent dans l'éclairage public. Donc voilà, donc c'est tout le secteur hors monopole du groupe Romande Énergie. Et puis je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'on a mis en place précisément et tout ça, mais on a vraiment le souhait d'avoir que chacun ait sa place et puis qu'il n'y ait pas
cette différence entre les gens du terrain et les gens des bureaux, alors on en a toujours, mais aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, enfin, il y a vraiment un gros trend depuis le travail de ces étudiants qui s'est mis en place, on a vraiment le souhait de faciliter et de l'accès aussi à la communication et aux informations. Donc, des écrans TV ont été mis dans les coins cafés, l'intégration des personnes de terrain dans tous les groupes de travail qui se créent pour différentes thématiques, que ce soit au niveau des projets multitechniques. On parle beaucoup de projets multitechniques, mais c'est entre ingénieurs qui discutent, et puis maintenant on intègre aussi nos collègues du terrain. On fait aussi des petits films, des podcasts sur les métiers. Alors, on s'est aussi pas arrêté au métier du terrain, mais présenter les métiers des bureaux pour que chacun puisse un peu mieux se connaître, vu qu'on n'avait pas l'occasion de beaucoup se croiser pendant un temps. Et puis voilà, bon, différentes actions, mais où j'aimerais profiter de ce webinaire, c'est de dire les étudiants, en fait, quand ils font ce travail-là, c'est un regard tout neuf. C'est les collègues, ils ont confiance. Après, peut-être qu'il y a aussi des attentes qui sont créées, mais il y a un vrai climat de confiance. Il y a un apport académique qui est génial parce qu'ils sont 6, mais derrière, il y a des professeurs. En tout cas, Romande Énergie, chaque année, on essaye de prendre une équipe. Cette année, j'avais encore des jeunes qui ont terminé dernièrement. Voilà, moi, je vous encourage pour vous, tous les participants, d'ouvrir la porte à ces jeunes qui ont besoin de venir voir dans nos entreprises comment ça se passe. Et puis, je crois que ça fait preuve aussi de notre part d'agilité, de flexibilité, à eux aussi, parce qu'on n'est souvent pas disponible et puis ils doivent inventer, se confronter au monde du travail et des réalités d'un agenda un peu chargé de leur interlocuteur. Enfin bref, voilà. Donc moi, le message, c'est un super travail qu'ils ont réalisé pour nous. Il y a des choses qu'on a pu mettre en place. Et puis la deuxième partie, vous encourager à ouvrir les portes à ces jeunes qui démarrent leur activité professionnelle et puis qui ont vraiment des capacités et puis des idées, quoi. Alors voilà. Ils apportent beaucoup de fraîcheur et puis ils sont toujours, en tout cas chez nous, très bien accueillis, je crois, parmi mes collègues. Et, quand on porte de l'intérêt aux gens, je crois que ça porte du fruit. Voilà. Merci beaucoup, Chloé et Aline. Je vais inviter à tous les intervenants à revenir pour passer au moment de table ronde. Donc, n'hésitez pas là de poser des questions dans l'outil. Je vais les reprendre s'il y en a. Aussi de lever la main avec l'outil si vous voulez prendre la parole. Donc, Stéphane aussi, tu peux remettre ta caméra, comme ça on se voit tous. Ce sera plus simple pour converser tous ensemble. Donc, je vois qu'il y a déjà une première question de Fabrice Grandjean qui a demandé à Aline Spicher de savoir si, pour le planning connecté, interconnecté, quel outil était utilisé. Et moi, ça va me permettre aussi de rebondir et peut-être d'ouvrir la conversation un peu plus largement parce que finalement, on a vu dans ces témoignages qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en lien avec l'humain et la reconnaissance, notamment pour Romande Énergie. C'est vrai qu'on a très peu évoqué les questions d'outils technologiques. Donc peut-être, Aline, tu peux commencer par répondre, puis après on pourra ouvrir plus largement à Eric et Stéphane aussi pour en savoir plus ce qu'il en est aussi dans les autres entreprises. Oui. Alors, toute notre partie service après-vente, ils utilisent Planon pour tout le suivi des installations. Et là, il y a un planning interconnecté. Et puis sinon, on est en train de changer de système de gestion, donc d'ERP. Et donc là, actuellement, les collègues du terrain n'ont pas encore, ils ont juste Outlook, qui n'est pas du tout idéal, mais auront bientôt Office Manager. Voilà, pour la gestion de leur planning et l'interconnexion avec entre les chefs de projet et les collègues du terrain. Et est-ce qu'il y a une réflexion plus profonde sur les outils technologiques pour simplifier les conditions de travail des collaborateurs? Peut-être Aline, tu peux répondre, puis après je passerai la parole sur la même question à Eric et Stéphane. Donc tu dis, pardon, une réflexion plus profonde sur... Oui, je ne sais pas, on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, d'outils qui peuvent permettre aussi une simplification des choses. Alors pour les métiers bureaux, généralement, c'est assez utilisé en cours d'implémentation, mais je me demandais s'il y avait des choses équivalentes pour les métiers terrain. Je n'ai pas assez de connaissances. Actuellement... Très bien. Peut-être Stéphane et Eric peuvent compléter.
outils technologiques, intelligence artificielle, j'ai pas d'exemple particulier. Si on est dans le registre de l'outil technologique, nous, on s'est aperçu qu'on a changé de système de gestion du temps il n'y a pas très longtemps et on est passé sur un système qui est beaucoup plus simple où on peut enregistrer son temps de travail sur le smartphone, sur le PC, clock in, clock out, très très simple. Les encodages sont faits de manière autonome, enfin les gens encodent leurs trucs de manière très très autonome. Donc ça facilite aussi les choses. Auparavant, c'était plus compliqué. Sinon, en termes de gestion de performance, si je suis de nouveau sur les métiers terrain, avant, c'était très du management visuel avec un tableau sur place, etc. Et maintenant, on a basculé sur un outil qui s'appelle Mevisio, où là, alors il y a des écrans TV dans tous les secteurs. Et puis, du coup, ça veut dire que les gens se mettent autour de l'écran TV, mais il y a moyen d'alimenter tout le contenu finalement qui est discuté dans le cadre des stand-up meetings à distance parce que c'est fait de manière digitale et c'est plus sur un tableau, il faut son petit feutre pour aller écrire des trucs. Donc ça aussi, ça facilite le fait que tiens, je ne suis pas au stand-up, mais j'ai mis mes éléments la veille, etc., ou en temps réel parce que je suis à distance. Donc ça a aidé. Merci. Et qu'en est-il chez les CG, Eric? Alors, déjà, le fait d'avoir équipé ou d'équiper les équipes terrain de smartphones, alors ça se fait il y a un certain temps, mais aussi de tablettes. Donc, ils ont, de façon beaucoup plus aisée que par le passé, ils se déplacent avec les plans de réseau, avec aussi, ils ont des applications sur leur smartphone pour commander du matériel qui leur manque. Enfin, bref, il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés. Alors, plusieurs de ces développements ont été faits. Nous, on est sur SAP, de façon générale, donc c'est sur Sapiori. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés. On a mis en place aussi des technologies qui transforment les activités terrain. Si je pense à la maintenance, par exemple, de nos équipements, de plus en plus, on utilise des solutions qui sont basées sur l'Internet des objets, avec des capteurs qui permettent finalement de mesurer, par exemple, des vibrations sur des systèmes et d'intervenir lorsqu'on détecte une anomalie, plutôt que d'intervenir en maintenance sur des plans cycliques comme ça. Donc ça transforme, je dirais, plus en profondeur l'organisation du travail. Merci. Il y avait une personne qui demandait de répéter le nom du logiciel, de l'outil utilisé chez vous, Stéphane, pour la planification. Mevisio, M-E-V-I-S-I-O. Super, merci. Ensuite, on a une question de Sylna Borter qui rejoint une question que j'avais également. La question, c'est de savoir si on se dirige vers une rémunération de la contrainte, c'est-à-dire de payer davantage les métiers à contrainte, parce que c'est pas possible d'avoir le même niveau de flexibilité et donc les mêmes conditions de travail. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Stéphane, d'avoir des compensations en nature. Donc, peut-être, Stéphane, je peux te laisser répondre en premier, puis après, on regardera aussi comment les autres intervenants se positionnent. Pour l'instant, dans les focus groups, ce n'est pas ce qui arrive dans la hiérarchisation des idées, ce qui arrive au top, mais ça arrive quand même. C'était plus, OK, on se réorganise, on pense à quelles sont les activités qui peuvent être faites à distance. Ça, ce serait la priorité dans laquelle on va se lancer. Par contre, dans les compensations en nature, on en a discuté déjà en interne avant les focus groups. Pour l'instant, on était assez peu favorable, surtout sur les compensations financières. Maintenant, on s'est dit, par exemple, dans le restaurant d'entreprise, on pourrait faire une ligne qui est dédiée aux métiers contraints. Eux, ils séparent la file d'attente parce que voilà, ils ont peut-être des horaires un peu plus rigides et puis hop, ils ont des facilités de cet ordre-là, par exemple, ou bien liées aux places de parking. Ou on a aussi des réflexions sur le service à la personne. On se dit, s'ils ont moins de flexibilité pour, par exemple, aller changer les pneus, aller au pressing ou je ne sais pas quoi, parce que c'est un peu ce qui est utilisé dans le cadre privé, on dit, on fait venir les services sur site, c'est-à-dire faire venir l'opportunité de nettoyer son véhicule, on pose les clés, on demande à la réception de lancer le nettoyage du véhicule, et il y a les services qui viennent sur site, plutôt que ce soit eux qui puissent aller vers les services. Donc là aussi, ça, c'est quelque chose qui est mis en place. On est plutôt dans ce registre-là, on va dire ça comme ça. Et pour l'instant, on est frileux sur les compensations financières, pour être honnête. Merci beaucoup. Et qu'en est-il chez vous, Eric ?
les questions J'ai de l'impression que rémunération. rémunérer les contraintes, c'est plutôt là d'où on vient, mais ce n'est pas là où on va. C'est vrai qu'on avait des systèmes d'indemnité pour divers et variés, pour plein de choses, et on rémunérait toutes sortes, tous ces éléments de difficulté qu'il peut y avoir dans nos métiers. Et on va plutôt dans le sens de limiter la pénibilité. C'est plus ça la direction qui est prise. Ok, merci beaucoup. Et chez vous, Aline? Ouais. Alors, chez nous, je réfléchissais, non, c'est pas la volonté, mais je vois qu'il y a, moi, je suis beaucoup en contact avec les commissions paritaires, et puis là, il y a déjà des montants qui sont dédiés à des travaux pénibles, donc on doit verser. Si on va nettoyer une chaudière qui est vraiment très, très sale, ben voilà, il y a des travaux parce que c'est très, très sale. Donc, il y a déjà des choses qui existent. La loi sur le travail aussi, elle mentionne certaines choses. Moi, je verrais plutôt peut-être, comme les maçons, il y a quelques années, ont revalorisé le métier de maçon, plus personne ne voulait le faire. Et du coup, pour qu'il y ait de nouveau des apprentis, eh ben, ils ont monté les salaires quand on est en apprentissage. Puis je vois vraiment, moi, c'est plutôt lié à la pénurie des métiers des métiers de terrain comme chauffage, ventile, enfin voilà, tous ces métiers de terrain, c'est plutôt là-dedans. C'est peut-être plus pour ça qu'on devrait augmenter les salaires que vraiment la pénibilité. Aujourd'hui, j'ai pas de retour, de demande régulière vis-à-vis de la part de mes collègues pour revaloriser leur salaire en fonction de leur métier. Mais voilà, C'est vrai que c'est une question un peu plus d'ordre sociétal finalement, qui s'est beaucoup soulevée aussi pendant la crise sanitaire, de savoir s'il y a des métiers finalement qui sont plus pénibles et qui ne mériteraient pas d'être mieux rémunérés. Il y a Sina qui repose la question du coup de savoir si ce serait plutôt une rémunération sous forme non financière, et ça rebondit un peu sur ce que tu disais Stéphane finalement. Si vous allez vers quelque chose, c'est en tout cas pas sur des questions financières, on est d'accord? On est d'accord, absolument. Ouais. Alors, on réfléchit aussi à pousser le temps partiel dans ce type de métier où on avait plutôt l'habitude de dire temps partiel, c'est pas compatible. Oui, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et là, on a quelques apprentis quand même sur site et ils ont aussi été questionnés sur c'est quoi pour eux un environnement très attractif, etc. Et il y en a quand même pas mal, mine de rien, qui relèvent. Bah tiens, et moi, si je pouvais rester dans le métier de la maintenance, mais travailler à 80%, bah, ça serait chouette. Et donc, on s'aperçoit. Donc, on se dit, OK, peut-être job sharing aussi dans ce type de métier, le temps partiel dans ce type de métier, mais ça nécessite quelques adaptations. Donc, voilà, on explore plutôt ces pistes-là et pas les pistes financières. Vous avez fait déjà des expérimentations là-dedans? Oui, on a expérimenté job sharing pour du 5 x 8. Alors, 5 x 8, c'est deux matinées, 2 après-midi, 2 nuits. C'est des cycles comme ça de 6 jours après 4 jours de repos. Et puis, il y avait 2 personnes qui voulaient travailler à temps partiel. On s'est dit, bah, tiens, c'est peut-être l'opportunité de tester à quoi ressemblerait un job sharing pour ce type de métier. Ça a duré pendant 6 mois. Et après, ça n'a pas continué, mais simplement parce que pour des questions financières, finalement, les personnes sont aperçues, OK, 50%, ça passe à la limite. Mais l'organisation a pu fonctionner. Donc, on s'aperçoit que c'est possible. Donc, c'est ces pistes-là qu'on veut plus explorer. Merci Aline, tu voulais rebondir? Non, je disais aussi que vraiment l'accès, on réalise aussi maintenant quand on engage, en fait, nous, on engage de toute façon entre 80 et 100%. Donc, la personne, et là, on ouvre tous les postes entre 80 et 100%, que ce soit n'importe quel métier. Et puis là, il y a peut-être 3 ans, les managers disaient, c'est quand même embêtant pour une équipe. Puis finalement, là, on a de plus en plus de personnes qui passent à un pourcentage réduit. Alors, c'est peut-être pas des 50% et du job sharing, mais le 80 et 90, il y est. On l'a de plus en plus. Ouais. Merci. Je vois que Sina Bosper, merci pour vos réponses, si jamais. Et moi, si je pouvais rebondir aussi, nous, on a parlé aussi avec les employés quand on a fait nos divers entretiens et enquêtes de salaire pour savoir où est-ce qu'ils se plaçaient par rapport à ça. Et vraiment, on n'a eu que des retours positifs sur le fait qu'ils trouvaient que leur salaire était totalement juste par rapport à leur métier, qu'ils sont conscients que leur métier, déjà de base, s'ils l'ont choisi, c'est aussi parce qu'il y a des contraintes physiques et ce genre d'éléments-là. Et il n'y a vraiment pas eu de retour
négatif sur le salaire. Et ça, c'est vraiment pas de crainte sur ce côté-là, en tout cas à Romande Énergie par rapport à ça. Oui, c'est vrai qu'on avait discuté de ça avec Aline une fois, de se dire que finalement, avant ce travail, Aline, toi, tu pensais qu'il y aurait des revendications sur une plus grande flexibilité, de se dire, mais en fait, c'est pas juste, il y en a qui peuvent télétravailler, pourquoi nous pas? Et que finalement, on se rend compte vraiment que l'énergie, elle est plutôt ciblée autour de la reconnaissance dans l'entreprise, en fait. Le fait d'avoir peut-être plus d'informations, d'être traité de la même manière ou d'avoir vraiment la même visibilité. Ouais. Et puis aussi, on a pu leur donner, je crois qu'ils reconnaissent aussi la qualité des outils. Ils ont eu, l'année passée, on a renouvelé toute la flotte de véhicules et puis aussi tout le panel des habits qu'on donne. Et puis ça, en fait, au niveau reconnaissance, on n'avait pas réalisé que c'était... Ils sont tellement satisfaits d'avoir des beaux habits, de représenter la boîte. Et puis voilà, puis c'était quelque chose qui... En fait, pour nous, c'était pas une grosse action. Enfin, je dis pour nous, les gens du bureau, mais finalement, eux, ils portent nos couleurs et puis ils les portent de manière fièrement. Et on leur a donné les outils, les véhicules, les habits. Et puis ça, je pense que ça a une grande valeur, surtout dans le domaine du bâtiment où ils se côtoient, puis ils voient très bien que certaines autres entreprises prennent peut-être un petit peu moins soin de leurs collaborateurs. Merci. On signale que Fardine Boutsakti a levé la main, donc je vais peut-être lui passer la parole. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup pour le partage. J'ai une question sur comment finalement vous arrivez à mesurer les actions que vous avez entreprises, à savoir vous avez réinventé un petit peu des modèles pour vos collaborateurs et tous vos partages tournent autour de la satisfaction et le bien-être des collaborateurs. Est-ce que vous avez mis en place des nouveaux moyens ou des nouveaux outils pour vous permettre de suivre finalement toutes ces actions? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Moi, je peux peut-être répondre. On a démarré un gros projet là, sur les 3 années qui viennent, projet de transformation, alors tourné autour de l'agilité, de meilleure communication, enfin bref. Et puis, on a un monitoring. Donc, il y a 2 mois, on a envoyé un questionnaire à tous les collaborateurs, alors par SMS, par mail, enfin bref. On a eu 70% de retours sur justement la satisfaction générale sur le plan de questions sur le travail, sur leur... et puis aussi de détecter s'il y avait des burn-out ou harcèlement. Enfin, voilà. Donc, on a aujourd'hui... Moi, j'ai une photo de l'entreprise, puis tous les 6 mois, tous ces thèmes sont repris. Et l'idée, c'est de monitorer l'entreprise. Enfin, sur 3 ans, d'améliorer la communication, notre agilité, tout ça. Et puis, on a un outil qui nous permet de le faire et qui est donné avec l'accès à chaque manager pour qu'il puisse ensuite vraiment prendre des actions dans son équipe pour améliorer chaque 6 mois les points qui devraient être améliorés. Merci. Eric ou Stéphane? À SIG, on avait l'habitude de faire une enquête de satisfaction annuelle, une grosse enquête. Et alors, tout récemment, on a remplacé ce système par une autre solution qui nous permet de faire des enquêtes sur des périmètres beaucoup plus restreints, équipe par équipe, où là, c'est basé sur des échanges qui sont nominatifs, hein, à la différence de ce qu'on pratiquait avant, où il y avait le respect de l'anonymat le plus complet possible. Là, au contraire, les personnes qui s'expriment, elles s'expriment de façon visible, au sein en tout cas de leur équipe. Et c'est des mini-enquêtes qui se font équipe par équipe ou selon des périmètres qu'on choisit comme ça. Et les personnes doivent ou sont censées apporter des propositions d'amélioration et pas uniquement donner un avis sur ce qui va bien ou sur ce qui ne va pas. Ce sont des enquêtes très courtes, pas plus de 11 questions, je crois, et elles peuvent être différenciées équipe par équipe. Et voilà, c'est comme ça qu'on envisage de mesurer, je dirais, de façon un peu spécifique,
l'efficacité de telle ou telle mesure qui est choisie, puisque les mesures et les solutions d'organisation, elles sont propres à chaque équipe, en fait. Et puis, Merci. chez vous, Stéphane? Rien de très exotique par rapport à mes collègues. Effectivement, c'est des enquêtes internes qui existaient déjà, mais avec des questions un peu plus ciblées pour savoir finalement quel est l'impact de la mise en place de ces nouveaux modes d'organisation. Après, il y a des forums qu'on a déjà présents, qui s'appellent Leadership Forum ou Manager Networking, avec des sessions vraiment d'échange où on met un sujet sur la table, tac, on discute des retours d'expérience, on capture des choses. Et ça nous permet de savoir si on va dans le bon sens, s'il y a des ajustements à faire. Après, par contre, on s'est dit c'est censé avoir une réelle influence sur la rétention, donc le turnover. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on a vraiment regardé. Alors, difficile d'isoler l'effet nouvelle approche de travail sur le turnover. Ce qu'on voit, c'est que le turnover est descendu significativement ces 6-9 derniers mois, mais il y a plein d'autres projets qui ont été mis en place qui étaient censés influencer aussi le turnover. Donc, difficile d'isoler ça, mais on voit que ça a eu un effet. On ambitionnait de la rétention. Au travers de l'attractivité de ce modèle, on pense que ça a quand même eu cet effet-là. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, le public. Pour ma part, moi, j'avais une question. On a finalement peu abordé la question de l'impact sur les modes collaboratifs ou participatifs dans les équipes. Donc, je me demandais dans quelle mesure ces travaux que vous avez menés a aussi induit peut-être une réflexion sur le rôle des managers et sur des modes plus participatifs dans la gestion, par exemple, la constitution des plannings, dans la répartition des tâches, etc. Peut-être je peux passer la parole en premier à Eric, à tout hasard. Très bien. Alors, à l'évidence, ça change beaucoup le travail du management, et en particulier des managers de proximité. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut que les responsables hiérarchiques qui sont un petit peu plus loin des équipes, à un certain niveau, il faut de leur part un engagement important pour que ça puisse évoluer et qu'on dégage de la flexibilité. Mais pour les managers de proximité, là, ils passent en tout cas par une phase où le retour qu'on a de leur part, c'est qu'ils ont plus de travail. C'est compliqué, il faut lâcher un peu la bride. Ils ont l'impression d'avoir moins de visibilité sur ce qui se passe et ils ont la responsabilité que le travail se fasse en qualité, dans la sécurité voulue, etc. Donc, c'est inconfortable, je dirais, au départ pour eux. Et après quelques mois, une des pistes qui se dégage, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches qui glissent du manager de proximité vers l'équipe, notamment ce qui concerne la planification, des éléments comme ça. Eh bien, il y a une partie de la charge qui se décale vers les équipes. Merci. Chez vous, Stéphane, c'est comment ? Souvent, dans la mise en place de programmes ou de nouvelles façons de faire, on aime bien passer par des modes plutôt collaboratifs, etc. Donc, ça faisait déjà partie, c'est déjà des manières de travailler qui sont assez ancrées dans la culture d'entreprise. Donc, ça a facilité. Je parlais, mais je les ai survolés, des leviers sur lesquels on s'appuie pour faire en sorte que ça marche, qu'on ait du succès. Parmi ces leviers, il y a cette culture d'entreprise, le management très inclusif et puis responsabilisant. Bien sûr, c'est perfectible, mais on est quand même dans ce terrain-là et ça aide vraiment énormément à diluer ce mode de travail flexible un peu partout dans toutes les populations. Le challenge en termes de management, ça reste mine de rien. Je suis manager, j'en sais rien, d'un labo et voilà la dose de flexibilité que je peux amener dans mon équipe versus un autre labo où il y a plus de flexibilité qui est amenée. Est-ce que je suis juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'on va penser que je suis un manager qui veut contrôler, etc. Donc, c'est plutôt ces préoccupations-là. Et nous, on veut vraiment que ce ne soit pas appliqué la même chose pour tout le monde. On veut que ce soit dépendant des réalités des équipes. Et peut-être le discours est difficile à faire passer de dire, s'il y a une équipe qui est presque auto-performante, ça arrive dans les stades de maturité des équipes, OK, on peut plus lâcher peut-être de flexibilité versus des équipes qui ont vécu des situations conflictuelles, il faut renouer la confiance. Là, ça passe plus par des échanges sur site ou avec des créneaux horaires communs, etc. Et donc, un peu moins de flexibilité, mais c'est passager. Et donc, ça par contre, c'est pas simple. Et ça, je comprends les managers de premier niveau qui se disent, ouais, OK, mais pas simple. Voilà.
Merci. Et à Romande Énergie Service ou Romande Énergie tout court? Je rejoins Stéphane sur il y a le type de travail. Certains travaux, voilà, on est dépendant du client, il faut faire ça à telle heure, on n'a aucune flexibilité, ce sera là-bas et puis tu dois faire 2 heures de route. Donc, il y a une vision vraiment commune de Romande Énergie, même au niveau du groupe, sur ce qu'on souhaite de nos managers, que ce soit des gens qui prennent leurs équipes avec pour décider, pour avancer, donc voilà, vraiment l'inclusion des gens, mais malgré tout, il y a des moments et aussi suivant la maturité de l'équipe où c'est pas possible. Mais la volonté, on va dire, du gros Romande Énergie, ça remonte ce manager coach, en fait. Même notre programme s'appelle comme ça. Merci beaucoup. Et ça m'amène peut-être à vous poser une dernière question. On voit, il y a plein de craintes autour de ça pour les managers, notamment que si on amène des modes de flexibilité dans le travail qui concilient peut-être plus la vie professionnelle et privée, que ça se fasse au détriment de la qualité de la prestation délivrée et au détriment finalement de la mission de l'organisation. Tout à l'heure, Eric, il a parlé de solidarité, qu'il fallait il y a un point d'attention autour de la solidarité. Moi, ma question, c'est de savoir comment on peut pallier finalement à ce risque d'individualisme qui va avec le fait d'amener plus de flexibilité dans les modes de travail. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé dans vos entreprises respectives? Eric, tu hoches la tête, alors je te donnerai la parole. J'ai l'impression qu'on ne sait pas exactement par quel bout prendre la chose. Le besoin, on l'a perçu, mais je crois que dans toutes les entreprises qui ont traversé, on a tous traversé le Covid et ceux qui n'étaient pas dans ces modes d'organisation du travail en ont aussi fait l'expérience de ce besoin de resserrer les liens. Alors, la réponse, elle est quelque part dans le changement du rôle. Aline vient de le dire, c'est le changement du rôle du manager. Et ça devient peut-être une des missions principales du manager d'animer et de créer du lien. Et donc, il est un peu moins, il est certainement plus autant qu'avant le référent technique ou la personne qui a l'expertise métier, mais il a vraiment ce rôle de coach et de créateur de liens au sein de l'équipe. Merci. Est-ce que Aline, tu aurais entendu sur la question? Ouais, j'ai bien aimé quand tu disais, je notais des mots comme ça, c'est vraiment basé sur la confiance. On sait, si on a un peu plus de liberté, c'est que chacun tire à la même corde, donc c'est l'aspect solidarité. Puis, un exemple hyper concret, chez nous, on avait des gens donc, on travaille tous sur un même projet, admettons une rénovation d'un gros bâtiment industriel. Et puis là, il y avait tous les métiers qui travaillent ensemble, donc l'électricité d'un côté, le chauffage, la ventile. Et puis, il n'y a pas très longtemps, c'était chaque centre de coût se tirait la bourre pour avoir de la marge. Et puis, ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on a dit non, mais ça, c'est fini. Mais c'est fini parce que ça ne donne pas une bonne image. Sur le terrain, du coup, les gens, plutôt que de travailler pour le bien commun d'une entreprise, ils travaillaient juste pour leur service parce que leur chef leur disait il faut que tu me ramènes, il faut que tu fasses ça plus vite parce qu'on a la marge. Enfin, on doit avoir la marge. Donc maintenant, donc, dans la notion de solidarité, on travaille tous pour la même chose. Nous, on a le fait d'avoir un centre de coût commun, on va dire, les gens ont plus cette rivalité entre métiers, et puis du coup, ils comprennent mieux aussi que s'ils font leur travail vite, leur travail avec qualité, dans les temps, etc., c'est pour le bien commun de l'entreprise, et ça évite des distorsions, des dissensions dans les équipes. Voilà, ça m'a fait penser à ça, en fait. Et on est vraiment une valeur d'exemple dans la direction, parce que c'était même au niveau de la direction assez compliqué à mettre en place au début. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, la bataille pour les budgets entre différents départements. Merci pour cet exemple concret. Et chez vous, Stéphane? Je pense que
Ce qu'on voulait éviter justement, c'est la jouer individualiste. C'est dans la déclinaison de notre modèle, de partir, je vous l'avais dit, du playbook, etc. Puis qu'après faire des workshops d'équipe pour après arriver vers c'est quoi mon modèle. Dans les workshops d'équipe, l'idée, c'était le moment où chacun met à plat voilà, mes besoins de flexibilité, oser exprimer ses besoins, et puis surtout prendre des engagements collectifs sur le fait il y a des trucs sur lesquels on ne va pas tergiverser parce que c'est pour le bien du collectif. Donc, on prend des engagements ensemble. Puis, une fois qu'on prend les engagements ensemble, si on dérive des engagements et on se déresponsabilise, c'est là où intervient la culture du feedback. Alors, ce n'est pas parfait chez UCB, attention, je ne veux pas édulcorer le truc. Mais c'est un peu comme ça qu'on veut fonctionner, des engagements collectifs. Voilà pourquoi on doit travailler ensemble sur tel ou tel sujet. Voilà la valeur ajoutée, voilà la flexibilité entre guillemets restante, et il y en a, qu'on peut utiliser selon nos propres besoins individuels. Et de nouveau, culture du feedback. Si on prend des engagements collectivement, OK, on se fait du feedback et on se remet ensemble. Pour l'instant. Merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants qui sont affichés ici. On va vous diffuser tout de suite dans le chat un lien pour un questionnaire de sondage qui est très précieux pour nous puisqu'en fait, on est soutenu par InnoSuisse et InnoSuisse aime bien savoir qui vient à nos événements et comment ça a été apprécié ou non. Ça nous aide aussi, nous, à nous améliorer. Donc, volontiers, si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre tout de suite. On va aussi vous l'envoyer dans l'email de récapitulatif de la conférence. Et puis, n'oubliez pas d'aller regarder aussi sur notre site internet pour cette journée de conférence qu'on organise à l'automne. On se réjouit d'avoir cette première édition. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci encore aux intervenants et aux personnes du public qui ont participé au travers des questions. Très bonne journée, au revoir.